Bonsoir tout le monde, mon nom est Marie Grégoire, je suis animatrice et commentatrice politique et société. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. On va passer la prochaine heure et quart ensemble. En plus d'animer l'événement, je vais être, mon Dieu, votre porte-parole. C'est moi qui vais relayer vos questions à nos conférenciers, nos panélistes. Et sachez qu'on est enregistré, donc si jamais vous voulez partager ou réécouter l'événement, ça sera possible de le faire. On va discuter ensemble ce soir d'un sujet qui laisse personne indifférent. D'un côté, il y en a qui trouvent que ça va trop loin, que nos données personnelles, que nos vies privées sont menacées. De l'autre, on dit que finalement, on en partage beaucoup plus avec tout ce qu'on télécharge avec des GAFAM, avec nos applications et nos réseaux sociaux. Il faut quand même dire que quand on parle d'applications comme Covey, dans le monde, il y a plus de 30 pays qui ont fait le choix de différentes technologies. Au Canada, il y a seulement l'Alberta qui a déployé. Le gouvernement fédéral, semble-t-il, y songe. Le Québec aussi. Il y a des organismes réglementaires qui veulent en savoir plus et j'imagine que vous aussi. Alors, juste vous expliquer un peu comment ça va fonctionner. On va faire un premier tour de table avec nos panélistes. Ensuite de ça, il y aura un échange entre eux. Et par la suite, je vais prendre vos questions. Mais sachez que ces questions-là que vous mettrez dans la section commentaires de votre Facebook, vont peut-être être aussi colligées. Fait que vous les verrez peut-être pas mot à mot, mais l'idée que vous voulez voir questionnée va l'être sans aucun doute. Alors ça, il n'y a pas de problème. Fait que vous pouvez commencer dès maintenant et il y a des gens ici qui sont là pour prendre toutes vos questions, puis je vais le faire au fur et à mesure. Évidemment, la crise de la COVID nous met face à des dilemmes. Une équation complexe qu'on on parle toujours de la balance des inconvénients. Cette balance des inconvénients, elle vise quoi? Donc, à équilibrer la protection de notre vie, la protection de nos libertés, le fait de retrouver nos libertés et de repartir l'économie. Alors, pour faire le point, ce qui est très intéressant ce soir, c'est qu'on va avoir trois regards interdisciplinaires, je dirais, qui vont s'entremêler ensemble, la santé publique, le droit et la technologie, évidemment, à travers l'intelligence artificielle. Avec nous, donc, je vous les présente, Yoshua Bengio, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur et directeur scientifique de MILA, qui est l'Institut québécois de l'intelligence artificielle, professeur à l'Université de Montréal. Merci d'être là. Évidemment, vous êtes, je dirais, même le visage de Covey ces jours-ci. Alors, on va pouvoir parler justement de l'application, mais aussi du fonctionnement derrière l'organisation de Covey. Benoît Mas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et chef de l'unité de recherche de clinique appliquée au CHU Sainte-Justine. Merci d'être là. Merci. Et pour couvrir le volet juridique, je vais lui ajouter peut-être une petite touche éthique, avec nous Pierre Trudel, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université de Montréal et membre du Centre de recherche en droit public. Merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je l'avais promis, on va commencer donc par 5 petites minutes. Des petites minutes peut-être américaines, en dollars américains. Vous avez un petit peu de flexibilité, mais quand même, pour mettre un peu la table dans chacune des perspectives que vous représentez. Et, professeur Bengio, on va commencer avec vous. Merci. Alors, d'abord, je vais commencer avec un peu de notion d'épidémiologie, parce qu'on parle d'essayer de comprendre la manière dont ce virus se transmet dans la population. Et les épidémiologues ont mis au point différents types de modèles avec lesquels on peut faire des simulations qui nous permettent d'étudier comment les choses pourraient se dérouler selon différents scénarios. Nous, on a développé un modèle qu'on appelle basé sur les individus. Donc, on simule des fausses personnes qui vivent leur vie, qui vont d'un endroit à l'autre, qui passent du temps chez eux, au travail, dans les transports en commun, et qui rentrent en contact avec d'autres personnes. Puis là, s'ils passent, par exemple, au moins 15 minutes à 2 mètres ou moins, on va enregistrer un contact. Et on sait, avec le peu, mais quand même beaucoup de littérature scientifique, des choses sur la transmission du virus. Mm-hmm. Il y a des dizaines d'études qui nous aident à comprendre un petit peu les mécanismes de transmission. Et avec ça, on peut étudier comment différentes manières de se comporter, par exemple de porter un masque mm-hmm. ou de rester plus chez soi ou d'aller faire du télétravail, etc. Comment ça se traduit en termes de transmission et donc de la courbe des cas, le nombre de morts, etc. Alors,
avec ce genre de modèle, on peut tester différentes approches. Par exemple, l'approche qui est la répandue dans la plupart des pays là, qui ont des applications aujourd'hui, puis ce qu'on trouve en Alberta, c'est une approche de traçage de contact digital. Tout simplement, l'algorithme est très simple. Si une personne est testée positive ou un diagnostic positif, on va avertir toutes les personnes qu'elle a rencontrées dans les 14 derniers jours à travers les téléphones. Et ces personnes-là vont se mettre en quarantaine ou faire très, très attention. Puis là, ben, on peut, avec ces simulations, mesurer ce que ça donne, cette stratégie-là. Puis on peut imaginer plein de sortes de stratégies et on peut les tester avec ce genre d'algorithme-là. On peut aussi tester des stratégies qui utilisent plus d'informations que simplement une personne a eu un test positif. Par exemple, si moi j'ai des symptômes qui sont apparentés à la COVID, mon téléphone pourrait envoyer un signal à d'autres avec qui j'ai passé du temps récemment, qui sont peut-être infectés eux aussi parce que j'ai passé du temps avec eux, je les ai peut-être infectés. Puis à ce moment-là, ils pourraient peut-être, sans se mettre en quarantaine, faire un peu plus attention. Alors, en testant ce genre de stratégie, on est capable de voir qu'effectivement, on peut faire beaucoup mieux que le traçage digital standard qu'on trouve dans le monde aujourd'hui. Et en fait, la courbe qu'on voit qui est présentée, ça compare plusieurs de ces stratégies. Donc, il y a le traçage du premier ordre, là, où on contacte les personnes qu'on a rencontrées. Du deuxième ordre, on contacte les personnes qui ont été en contact avec les autres personnes. Puis la troisième stratégie, on voit le nombre de cas qui augmente beaucoup moins, en fait, donc qui est très intéressante, qui utilise l'intelligence artificielle pour prédire la probabilité que je sois contagieux à n'importe quel moment pour envoyer ces messages aux autres téléphones. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis cette technologie-là dans une application qui peut être mise dans le téléphone des gens. Puis, on a travaillé aussi sur comment on pose des questions aux gens sans trop les embêter, quel genre de questions on doit poser, et puis quel genre de recommandations, en travaillant avec la santé publique, on peut leur donner selon le niveau de risque qu'ils ont, de façon à moduler finalement la perte de liberté qui serait imposée, ou en tout cas recommandée, parce que c'est toujours des applications qui sont utilisées de manière volontaire et libre à des populations qui sont à différents degrés de risque. Alors, la bonne nouvelle aussi, puis je pense que c'est une grande partie du débat, c'est qu'on peut faire toutes ces choses-là tout en préservant la vie privée, la sécurité des données à un niveau qui est pas parfait parce qu'il n'existe pas de perfection dans ce monde-là, mais qui est comparable à, par exemple, la sécurité des données qu'on peut avoir, dans les données médicales à l'hôpital. Puis en fait, en donnant beaucoup moins d'informations que ce que les GAFA prennent sur nos téléphones aujourd'hui. Ou notre banque, etc. Et effectivement. L'autre chose qui est importante dans ce qu'on a fait, c'est qu'on a réfléchi à l'aspect gouvernance. Puis ça, je pense que mes collègues auront sûrement beaucoup de choses à dire. Qui va gérer ce genre de choses? Est-ce que ça devrait être les gouvernements? Donc, il y a des arguments pour et contre. Et il y a une crainte que beaucoup de gens, que si ce genre d'informations, entre autres, qui pourraient donner d'informations à qui j'ai rencontré quand, au gouvernement, les gens sont pas à l'aise avec ça. Pour plein de bonnes raisons. Donc, en fait, il existe des manières de mettre au point le genre de recommandations dont je parlais qui ne donnent pas ces informations au gouvernement. Il y a une organisation qu'on a créée qui s'appelle COVID Canada qui va gérer ces données-là, mais ces données n'auront pas d'informations personnalisées, on ne saura pas dans ces données-là qui était avec qui, quand, où, etc. Mais il y aura quand même assez d'informations pour obtenir ces recommandations-là. Finalement, c'est important de se poser la question, comment ce genre d'organisation, si elle est indépendante du gouvernement, c'est quoi sa mission? Est-ce qu'elle permet l'utilisation, par exemple, de ces données à des fins commerciales? Évidemment, non. Mais il faut que ce soit bétonné, ce genre de choses-là. C'est important qu'il y ait une mission claire, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt avec d'autres objectifs. Et donc, on a travaillé très, très fort là-dessus, puis à faire en sorte que les gens qui vont être sur le conseil d'administration d'une organisation comme ça soient indépendants, par exemple, de ceux qui font la technologie ou qui font la recherche, etc., mais puissent choisir les technologies ou les solutions qui sont les plus alignées avec l'intérêt des personnes, leur santé, leur dignité, leur vie privée.
ben, ça fait le tour, ça met la table, hein, parce qu'on va avoir plusieurs questions. On va revenir justement sur ces données-là, sur qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là, qu'est-ce que ça peut indiquer. Mais au niveau de la santé publique, on a dit, j'ai lu, je pense récemment, quelque chose qui disait qu'à l'effet que le traçage manuel était encore quelque chose de fort important et fort pertinent. Alors, pour vous, Benoît Masse, qu'est-ce que fait une application comme celle-là? Qu'est-ce que ça vient ajouter? Bien, du côté santé publique, c'est clair qu'on a besoin de d'autres outils de prévention. Les outils de prévention qu'on a présentement sont pas suffisants. On a besoin de développer d'autres outils. Le seul outil vraiment efficace qu'on a présentement, c'est le confinement. Ouais. Et on sait comment c'est lourd de conséquences. Et pour se permettre de déconfiner, rester déconfiné et même d'augmenter le déconfinement, on a besoin de développer des outils de prévention. Alors, la première chose lorsqu'on développe un outil de prévention, et là je fais référence à d'autres épidémies, d'autres virus, là, ce qu'on a fait dans le passé, c'est d'évaluer la sécurité de ces outils-là. Alors, par exemple, dans le vaccin, lorsqu'on développe un vaccin, les premiers tests chez l'humain, ça va être d'évaluer la sécurité avant l'efficacité. Donc, c'est clair qu'il y a des enjeux de sécurité. On a parlé de vie publique, ainsi de suite, mais il y a quand même des enjeux au niveau de l'épidémiologie, au niveau de la santé publique. Bon, une chose, là, je vais faire un retour en arrière. Là, lorsqu'on a développé la PrEP, qui est un outil de prévention pour prévenir l'acquisition du VIH, un des soucis qu'on avait, c'est que, bon, c'est partiellement efficace, la PrEP. Un des soucis qu'on a, c'est que lorsqu'on donne des outils de prévention à des personnes, des individus, ils changent leur comportement. Ils se sentent protégés. En se sentant protégés, ils augmentent leur comportement à risque, augmentent leur contact à risque. Étant donné que l'outil est partiellement efficace, s'il y a trop de changements de comportement, ça peut même venir annuler l'efficacité de l'outil. Et même lorsqu'on le modélise, justement, si on fait trop de changements de comportement, ça peut même faire l'inverse, empirer la situation. Alors, dans les mêmes modèles que vous utilisez, lorsqu'on implémente une mesure de prévention, on intègre dans ces modèles-là des changements de comportement. Alors, c'est dur à prédire parce que c'est un nouvel outil. On le connaît pas. On sait pas ça va être quoi. Une des choses les plus difficiles à prévoir dans le déconfinement présentement, c'est la réaction de la population. Tout à fait. Est-ce qu'ils vont se déconfiner comme on leur dit qu'ils sont supposés se déconfiner, ou est-ce qu'ils vont, on leur donne 10 pieds puis ils donnent 20 pieds, ou on ne sait pas. Alors, c'est sûr que là, présentement, avec une nouvelle application, ce qu'on ne sait pas, ce qu'on devrait évaluer, c'est quel changement de comportement ça va faire. Parce que les gens vont avoir l'application et vont se sentir protégés. Un sentiment de protection. Pourtant, l'application, elle ne sera pas 100% efficace. Alors, une des choses que je souhaiterais voir, là, du côté de la santé publique, c'est une évaluation formelle. Comme on le fait pour les autres, comme on l'a fait dans le passé pour les autres épidémies, les autres mesures de prévention qui étaient partiellement efficaces, de voir, par exemple, lorsqu'on a développé la PrEP, on avait un volet d'évaluation des changements de comportement. On voulait voir qu'est-ce que ça faisait, ce que les personnes utilisaient, s'ils augmentaient leur comportement à risque et à combien. Alors, avec une évaluation formelle, c'est ce qu'on peut faire par modélisation. J'utilise les mêmes modèles que vous. La seule chose que je fais, c'est que j'augmente les comportements à risque, mais encore là, je n'ai pas de données. Je fais juste dire, mettons qu'il augmente de 10%, mettons qu'il augmente de 20%. Mais c'est des simulations. C'est des simulations. Et à un moment donné, il faut aller sur le terrain et aller les mesurer. Une fois qu'on a fait ces évaluations-là, c'est clair qu'on a besoin de d'autres outils de prévention. C'est certain que, c'est certain. Mettons que le virus, là, il est avec nous pour un bout de temps. Jusqu'à un vaccin, en tout cas. Oui, jusqu'à un vaccin ou d'autres traitements qui pourraient nous aider. Donc, on va avoir besoin de développer d'autres outils parce que ce qu'on a présentement, c'est pas suffisant. Puis, on veut non seulement rester déconfiné, mais on veut augmenter le déconfinement. Parce que là, on a déconfiné, mais il y a quand même un grand segment de la population qui ne profite pas de ce déconfinement-là. Tout à fait. Alors, ce type d'outil-là, une fois validé, une fois évalué, pourrait aider à maintenir le déconfinement, puis à même à déconfiner encore un peu plus. Donc, ce qu'on comprend, c'est que avec ça, on pourrait avoir un peu plus de liberté, mais des libertés que certains aimeraient voir encadrées parce qu'il y a des données, justement, puis on l'a dit, il y a des données, il y a des choses peut-être en tout cas, on a une préoccupation. On voit les organismes réglementaires lever la main, ils voudraient eux aussi faire une évaluation, être capable de voir comment encadrer tout ça. Donc, au niveau juridique, Pierre Trudel, comment vous voyez les choses?
Ben, devant un objet technique en développement, ce qu'il faut se demander, d'abord, dans une situation d'urgence, il faut partir de l'idée que l'urgence justifie que les droits qu'on a l'habitude d'avoir et d'exercer peuvent être davantage restreints. Hein. Par exemple, le fait d'être confiné, c'est une restriction qui est loin d'être banale là, aux libertés les plus élémentaires avec lesquelles on est habitué. Alors, ce qu'on a ici, en fait, ce sont des technologies qui proposent, en quelque sorte, justement, comme le dit le collègue, de remplacer, dans une certaine mesure, les mesures de confinement physique par une mesure qui va permettre de mieux évaluer les risques et éventuellement mieux favoriser l'exercice des autres droits et libertés. Alors, du point de vue du juriste, en fait, moi je fais partie des juristes qui travaillent beaucoup à évaluer les innovations technologiques. Oui. Bon, il y a des juristes qui font du droit comme au 19e siècle, là, mais nous, on fait du droit à partir de réalités qui n'existent pas encore et on se demande comment on fait pour les encadrer. Alors donc, ce qu'on vise, on doit alors prendre en considération, c'est quels sont les droits qui sont concernés. Quelles sont les lois qui existent déjà? Parce qu'en fait, il existe déjà des lois. Elles sont anciennes, mais depuis la fin du 20e siècle, il y a des lois qui imposent des règles assez précises à l'égard de ceux qui, d'une manière ou d'une autre, collectent des données personnelles et les utilisent. La protection de la vie privée. Et s'agissant de la santé, ben là, on est vraiment dans le noyau dur. Hein, là, l'univers des renseignements relatifs à la santé des personnes, ben c'est évidemment l'objet de protection encore beaucoup plus béton, si vous voulez, dans les lois, en raison précisément de tout ce que ça peut impliquer relatif à l'intimité. Alors, la façon dont on l'envisage, c'est finalement de regarder quelles sont les limites que ça impose aux droits et quelles sont les précautions qui sont prises. Et c'est ce que d'ailleurs, ailleurs, dans d'autres pays, notamment des pays européens où la vie privée est très protégée, ben, l'interrogation d'organismes comme la Commission nationale sur l'informatique et la liberté en France, qui n'est pas renommée pour être très laxiste en matière de protection de la vie privée, c'est-à-dire qu'ils sont ils ont émis à l'égard de l'application développée en France et désormais rendue disponible depuis hier. Ils ont émis 3 types d'analyses, en fait. Ils ont, en quelque sorte, accompagné le développement de l'outil, identifié en quoi l'outil répondait. Et de fait, on a affaire à un outil qui est développé dans beaucoup de cas, et comme ce que le professeur Benjou mentionne, Yoshua Benjou, je m'excuse, je l'appelle le professeur Benjou par déformation. Oui, c'est bien correct. Mais enfin, on a affaire à des gens qui partent avec l'idée qu'il faut que ce soit conforme aux droits, aux lois, que ça respecte les lois. Et à partir du moment où on fait ça, ben, la question vraiment qui se pose, c'est comment être certain, comment s'assurer que les lois et que la réglementation accompagnent la mise en place de ce type d'outils ou le développement de manière à maximiser les chances que ça soit des limites les plus limitées possibles aux droits et aux libertés. Et c'est vraiment toujours c'est toujours de ça que tourne très souvent l'analyse juridique. Alors, en Europe, ben, les organismes ont dit, ben oui, c'est très bien, il y a des aspects, par contre, à regarder de plus près. Il y a des aspects sur lesquels il faut être beaucoup plus vigilant. Par exemple, on entend très souvent dire, oui, mais là, si on met ce type d'application en œuvre, ça va durer. À l'avenir, on va toujours garder ce type d'objet et on va se mettre à surveiller notre santé jusqu'à la fin des temps. Ben, évidemment, si ça arrivait, ben, c'est qu'on respecterait pas les 9/10 des lois qui, dans nos pays occidentaux, protègent les renseignements personnels. Donc, c'est une hypothèse
un peu catastrophiste, finalement. Parce que les lois imposent depuis très longtemps. C'est ça, le législateur ne suivrait plus, finalement. Les législateurs ne suivraient plus, mais les organismes, les tribunaux, les organismes chargés d'appliquer les lois découvriraient très rapidement qu'on ne peut pas conserver indéfiniment des informations si ce n'est plus justifié par les impératifs de lutte contre une pandémie, par exemple, qui, par hypothèse, est essentiellement temporaire, du moins on l'espère. En tout cas, on l'espère. Évidemment, si la pandémie est permanente, là... Je pense que c'est une chose sur laquelle tout le monde s'entend ici, c'est qu'on espère que c'est temporaire. C'est temporaire, contrairement à l'impôt qui avait été imposé à titre temporaire au début du 20e siècle et qui a duré plus longtemps. Mais donc, mais s'agissant d'une mesure temporaire ou d'un dispositif qui a vocation à être utilisé de façon temporaire, ben, il faut tenir compte du fait que ça impose un certain nombre de limites, mais des limites qui peuvent être justifiées à la condition que ce soit adéquatement supervisé, que ce soit designé comme respectant par défaut la vie privée. Ben, je pense que dans le fond, il y a un mot, hein, c'est encadrement, supervisé, évaluation. Yoshua, vous, comment en fait, j'ai envie de dire, comment vous avez développé COVID? Est-ce que vous avez eu, est-ce que vous êtes allé tester sur le terrain ce dont Benoît nous parle, ou est-ce qu'il y a des organismes réglementaires qui déjà ont testé, sont allés voir dans la mécanique de l'application pour voir si, justement, on était capable de bien protéger les gens tout en respectant les règles? Non, c'est pas. En fait, on peut pas le faire. Il faut une autorisation gouvernementale pour que ce genre d'application soit déployé. Par contre, on a évidemment testé la mécanique de l'application avec des volontaires, là, mais c'est pas le côté médical, épidémiologique, etc. Je suis d'accord que ça serait très utile d'avoir ce genre de pilote. Cependant, il y a des difficultés. C'est pas comme tester un vaccin où on peut séparément tester la sécurité ou l'effet positif du vaccin sur chaque personne. Là, c'est un effet communautaire. Mais est-ce qu'on pourrait le tester dans un quartier, par exemple? Donc là, c'est un facteur, mais oui. Si le quartier est assez gros et qu'il y a assez de cas... Ah oui, c'est ça aussi. Okay, donc, parce qu'il faut qu'on puisse distinguer différentes méthodes. Donc, s'il y a juste 3 cas pendant le mois, on ne pourra pas distinguer 2 méthodes. On ne pourra pas mesurer grand-chose d'intéressant. Donc, il faudrait que si on le faisait dans un quartier, que ce soit genre Montréal-Nord, oui, c'est ça. c'est le plus inquiétant aujourd'hui à Montréal. Ça, ce serait peut-être limite là, comme possibilité. Moi, mon idéal, ce serait qu'on teste sur plus gros que ça, là, plusieurs quartiers de Montréal, ou même tout Montréal, pour avoir vraiment une évaluation statistiquement plus fiable là, comment les différentes stratégies qu'on peut mettre en œuvre se comparent. Et je veux revenir sur le point de la confiance excessive, parce que je pense que c'est un très bon point. Dans COVID, ce qu'on a, c'est qu'on a des recommandations qui sont données en fonction d'un niveau de risque, mais ces recommandations, à chaque jour, elles peuvent changer en fonction de ce que la santé publique nous recommande. Okay? Donc, ça peut dépendre de où est-ce qu'on habite. Hein? Oui. On sait qu'on veut des fois moduler différemment selon le lieu, si c'est plus dangereux dans un certain lieu, etc. Et donc, on peut mesurer aussi, dans l'application elle-même, on mesure les contacts. Donc, on sait combien de fois une personne rencontre d'autres personnes dans une journée, si c'est des contacts répétés, etc. Donc, on pourrait, pendant que l'application est déployée, faire ces mesures, c'est-à-dire vérifier si les gens qui ont reçu un certain type de recommandation, comment ça affecte leur comportement. La crainte du professeurement, c'est pour les gens qui ont le niveau de recommandation le plus faible, c'est-à-dire faites ce que vous voulez. Est-ce qu'ils vont pas être trop déconfinés, trop libres? Mais en fait, dans l'application, il y a des recommandations pour ces gens-là. En fait, nous, au niveau 0, c'est pas faites ce que vous voulez. C'est porter un masque quand vous sortez, gardez vos distances, etc. Ce qui sont les recommandations qu'on a actuellement de base pour tout le monde. Et on peut les moduler. Donc, si on se rend compte que les gens qui sont au niveau 0 ont l'air de prendre trop de liberté, il n'y a rien qui nous empêche, 24 heures plus tard, de craquer un peu plus la force des recommandations puis voir comment ça réagit. Donc, je pense que c'est une bonne piste de réflexion là, qu'on n'avait pas nécessairement
amener, mais qui serait tout à fait faisable dans un déploiement. Donc, justement, si on a un relâchement, de rehausser un peu, puis de dire n'oubliez pas, puis des rappels, puis des choses qui nous permettraient de suivre les recommandations. En fait, c'est ce qu'on fait déjà, mais aujourd'hui, on le fait au niveau global. Là. La santé publique surveille, puis essaie de contrôler un petit peu le robinet pour qu'on aille trop vite. C'est la menace aussi qu'on a qui plane au-dessus de nous d'être reconfinés si on ne suit pas. Mais ça m'amène à la question parce qu'effectivement, on a parlé de ces règles de base et pour que ça fonctionne en santé publique, ça prend une acceptabilité sociale. Il faut que les gens décident d'adhérer. Alors, adhérer au masque, par exemple, on sait que c'est une nouvelle habitude pour nous. Adhérer à tousser dans son coude, c'est vrai pour des générations qui ne l'ont jamais fait avant, c'est une nouvelle pratique. Dans une application comme celle-là, ça prend aussi un niveau d'acceptabilité sociale. Comment vous voyez cette acceptabilité sociale-là? C'est dur à prédire. Je pense on l'a vu, parce qu'il y a des applications, je dirais pas similaires, là, mais des applications qui ont été faites dans d'autres pays, qu'on a des résultats d'adoption, je ne sais pas comment définir ça, de gens qui s'inscrivent, ainsi de suite. Il faut dire que même si on a si je remonte dans l'histoire du VIH, là, au début, on n'avait aucun outil de prévention, puis le seul, c'était, en fait, on avait l'abstinence, mais on avait le préservatif excessivement efficace. En fait, il n'aurait pas dû avoir d'épidémie si tout le monde l'utilisait. Par contre, au départ, on s'est dit, sans avoir de vaccin, sans avoir de traitement, on s'est dit, c'est tellement efficace qu'on va faire des grandes campagnes de promotion d'utilisation du préservatif. C'est quasiment tous des échecs. Parce que c'est difficile de forcer l'adoption, même d'un outil excessivement efficace, à un grand segment de la population. Alors, je sais pas parce que c'est efficace que les gens vont sauter dessus. On sait par le passé, on a eu d'autres méthodes, ils sont pas utilisés, on a de la difficulté à comprendre des fois pourquoi ils sont pas utilisés. Des fois il y a des craintes, des fois c'est des fausses craintes, mais c'est pas automatique. C'est pas parce qu'on leur dit ça fonctionne que automatiquement ils vont l'utiliser. Ben, c'est intéressant parce que vous parlez, certains adoptent, d'autres pas, d'autres sont récalcitrants. On a parfois l'impression, puis je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, que la désinformation est un ennemi de l'adoption de nouvelles technologies, qu'on a l'impression que les fausses nouvelles prennent le dessus sur les faits. Je ne sais pas pour vous, professeur Trudel, mais c'est vrai dans le cadre du droit aussi, on voit cette désinformation-là prendre de l'espace dans l'espace public, de la place dans l'espace public, puis ça rend les choses difficiles quand on veut faire adhérer ou qu'on veut expliquer certains aspects, des aspects qui pourraient être aussi juridiques que technologiques. Oui, bien, c'est qu'il faut observer. On peut observer quand même que quand on restreint les droits, que ce soit même en imposant le confinement, donc des mesures drastiques, il faut, dans les pays démocratiques, en fait, il faut un certain seuil d'acceptabilité sociale qui n'est pas défini et il n'existe probablement pas de méthode qui permet de se situer à partir de quel moment il y a assez d'acceptabilité sociale. Mais il est certain que, s'agissant des outils fondés sur le recours aux technologies de l'information ou à l'intelligence artificielle, on souffre un petit peu depuis quelques années de ces scandales à répétition qui ont marqué l'imaginaire dans beaucoup de pays et qui font en sorte qu'un grand nombre de gens, à tort, très souvent à tort, mais les gens ont des croyances et sont et ça on peut appeler ça de la fausse information, mais on ne peut pas ignorer le fait que c'est des gens, il y a une portion importante de la population qui croit fondamentalement que ce n'est pas fiable ou sécuritaire. Et donc, dès lors qu'il y a un certain déficit de confiance, ça devient plus difficile de convaincre la population de se soumettre à certaines restrictions de sa capacité d'aller et de venir ou de partager ou de faire en sorte que certains connaissent des aspects de sa vie privée. Mais c'est intéressant parce que vous parlez de déficit de confiance. On l'a senti juste avec le confinement. Certaines personnes trouvaient même que le confinement, c'était aller trop loin. Fait qu'on n'est pas rendu à parler de COVID, là. On est rendu... Donc, c'est déjà... Et vous parlez de confiance. Donc, il y a un enjeu de confiance à développer et je vous regarde tous les trois et vous êtes des piliers de cette confiance-là, autant au niveau technologique
on doit avoir les bons outils. Autant au niveau de la santé publique, il faut qu'il y ait une adhésion, il faut que les gens nous disent oui, ça fonctionne et ça peut être rentable que d'avoir ça. Puis au niveau juridique, il faut que nos législateurs encadrent et soient là, présents pour faire un certain suivi avec tout l'appareillage qui vient avec. Oui, mais qu'ils inspirent confiance. Il y a des pays plus autoritaires que le nôtre où les gens se font dire tu vas avoir cette application-là et si tu sors de chez vous, on va le savoir et on va s'assurer que tu y retournes. C'est pas très une démocratie. C'est pas des démocraties. Donc, évidemment, il y a aussi cette imagerie-là qui est associée aux applications. Dans les premières étapes de la pandémie, il y a des informations qui ont circulé à l'égard de ces applications. Et ça a été associé, à tort ou à raison, à des environnements qu'on perçoit, et souvent à juste titre, comme moins démocratiques. Alors donc, ça peut alimenter, si vous voulez, les imaginaires autour de ça. Cela dit, il faut le déconstruire très souvent parce que c'est pas en soi la technologie qui est liberticide, c'est souvent l'environnement sociopolitique dans lequel on l'utilise. Et ça, ça fait en sorte que très souvent, on est obligé de gérer. C'est intéressant parce que je vais vous permettre de réagir, mais on va aller déjà aux questions du public. Il y a une question qui est liée justement aux privilèges, aux libertés qui viennent avec. Et la question, c'est comment on peut assurer que les utilisateurs de COVID se verront pas offrir plus de droits que d'autres en ce moment de pandémie. Ça veut dire que si tu as l'application, tu as le droit d'aller au théâtre, mais si tu n'as pas l'application, tu y vas pas. Professeur Benjo. C'est une très bonne question et quelque chose qui nous a vraiment trotté dans la tête et qui peut même empêcher de dormir si on trouve pas de solution. C'est clair que ça, c'est un enjeu qui est au-delà de la technologie. Donc, c'est quoi les normes sociales qu'on se donne sur l'utilisation de ce genre de technologie? Voilà. Puis, la réponse que nous, on privilégie, évidemment, en accord avec nos valeurs démocratiques, c'est justement que ce serait interdit. Puis, en fait, je pense que les lois actuelles nous protègent, mais ça peut être bon que le législateur ou les gouvernements le rappellent dans ce contexte-là ce que ça veut dire. Qu'effectivement, ça serait interdit de bloquer l'accès à quelqu'un qui n'aurait pas l'application, que ce soit au travail, que ce soit dans un commerce. Maintenant, c'est pas si simple que ça parce que déjà aujourd'hui, vous allez à la pharmacie, on vous pose des questions. Oui, puis il y a des endroits où on nous demande d'avoir un masque sans nous mettre dehors, mais on nous demande. Là, il y a une autre option. C'est, soit vous répondez aux questions, ou si vous avez l'application, vous montrez pas de blanche. On met notre QR code là. C'est ça. Quelque chose qui se passe comme ça. Alors, est-ce que ça, c'est acceptable? C'est différent comme situation. Je me sens pas la bonne personne pour répondre à cette question, mais vous voyez que il y a des manières différentes d'utiliser des contraintes de la technologie. C'est quoi qui fit le mieux avec nos valeurs collectivement? On doit avoir cette discussion-là. Et je veux rebondir sur la question de la démocratie parce que je pense qu'il y a quelque chose de très, très fondamental et d'intéressant aussi, puis qui va beaucoup plus loin que la question de la pandémie, sur l'utilisation d'outils comme COVID ou de l'intelligence artificielle, d'outils technologiques. Donc, moi, un des discours que je fais dans d'autres contextes, c'est l'intelligence artificielle, ça peut être utilisé à mauvais escient, abusé, etc. Surtout par ceux qui ont du pouvoir et qui peuvent augmenter leur pouvoir avec ça. Ou ça peut être utilisé de manière bénéfique pour le bien commun. Donc, c'est tellement important de réfléchir à la question de la gouvernance. C'est quoi les règles qu'on se donne? Comment un système comme ça serait géré? Par qui? Comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt dans le sens que je veux dire par conflit d'intérêt ici, c'est beaucoup plus large que ce qu'on entend d'habitude. Par exemple, le fait que ce soit une compagnie privée qui gère quelque chose comme ça ou qui a une part importante dans les décisions, moi, ça me ferait peur. Est-ce que, sans qu'on s'en rende compte, il y a quelque chose qui va être fait qui va détourner à un but qui n'est pas celui qui est annoncé? On le voit déjà, là. Avec nos téléphones, c'est ça qui se passe, puis ça pose des enjeux importants. Parce que rapidement, il faut le dire, il y a une base de technologie qui a été développée par Google, Apple, et eux ont mis à la disposition de certains développeurs, si je comprends bien, je suis pas une spécialiste, là, mais qui ont mis à la disposition d'une espèce de boîte à outils de base qu'on peut adapter par la suite.
Une fois qu'on a fait ça, est-ce que les données demeurent à Apple et Google? Non. En fait, avec leur système, quand même, faut leur accorder qu'ils ont travaillé très, très fort sur la protection de la vie privée dans leur système. Et Covey n'est pas basé là-dessus. Covey n'est pas basé là-dessus pour des raisons que je pourrais expliquer qui sont plus technologiques. Parfait. Mais ils ont fait quand même un très bon travail et les données ne vont pas à Apple ou Google. Les données restent sur le téléphone ou sont gérées par l'application qui est autorisée par un gouvernement. Parfait. Je vais revenir sur les comportements et les privilèges parce que c'était une question du public. Est-ce que ça a un bénéfice en santé publique, par exemple, de dire si vous portez le masque, vous pourrez rentrer? Parce qu'on a l'impression, mais en même temps, c'est de contraindre les gens. Donc, dans une démocratie, c'est pas nécessairement évident, mais en santé publique, ce serait peut-être payant. On avait le même discours lorsqu'on a parlé du passeport immunitaire. Oui. Alors, ceux qui sont... surtout là, il semble que l'immunité dure. On se dit, est-ce que ceux-là, une fois qu'ils sont immunisés, est-ce qu'ils devraient avoir des privilèges comme on peut les mettre comme en travailleurs de première ligne en santé? C'est les mêmes arguments, c'est les mêmes dire, tous ceux-là, qui ont une application technologique, soit ils sont immunisés, ou soit qui ont un masque, ils ont des privilèges. Les autres, vous avez le choix de ne pas les utiliser. Mais, on décide pas d'être immunisé ou pas, mais vous avez le choix de ne pas les utiliser, mais par contre, si vous ne les utilisez pas, là, vous avez moins de liberté. De liberté. Juridiquement parlant, j'imagine que ça passe pas nécessairement le test. Non. Ça passe le test? Historiquement, il y a eu des lois qui, dans différents pays démocratiques, par exemple, imposaient la possession d'un certificat de vaccination pour accéder à certaines activités, par exemple. On a longtemps, on s'est promené avec ça, oui. Alors voilà un exemple. Autrement dit, il peut y avoir des justifications. En fait, les droits, dans nos pays, au Canada en particulier, les droits et les libertés peuvent toujours être l'objet de limites, mais ces limites-là doivent être justifiées. C'est-à-dire qu'il faut une justification démontrable. Or, il se trouve que les impératifs de santé publique sont une justification assez évidente. À partir du moment où il est possible de démontrer que, ultimement devant un juge, parce que c'est les juges qui finissent par trancher ces questions-là, à partir du moment où il est possible de démontrer qu'il s'agit d'une mesure qui n'a pas été prise à la légère, qu'elle repose sur des fondements scientifiques crédibles, un consensus raisonnable, et qu'elle n'est pas excessive, c'est possible d'imposer, par exemple, des mesures obligatoires. Donc, mais c'est pas automatique. Et autrement dit, on ne peut pas imposer ça simplement parce qu'on pense que ça pourrait être une bonne idée. Il faut qu'il y ait une démonstration convaincante que la limite qu'on impose aux droits fondamentaux est une limite justifiée. Par exemple, encore récemment, la Cour d'appel du Québec a rendu une décision dans laquelle elle disait le fait de porter un casque de construction pour se protéger au port de Montréal, ça porte atteinte à la liberté de religion des personnes qui veulent porter d'autres chapeaux, finalement, d'autres coiffures. Mais la Cour a dit, non, c'est justifié par les impératifs de sécurité du travail. Et donc, le fait que ça porte atteinte à un droit fondamental, c'est important de le savoir, mais le plus important, c'est surtout de se demander, est-ce que c'est une limite justifiée? Exactement. Est-ce que c'est une limite raisonnable? Alors, c'est la balance des inconvénients. C'est ce qu'on appelle, c'est une sorte de calcul de la balance des inconvénients. Exactement. Et donc, évidemment, ça peut varier selon les cultures. Par exemple, dans les pays orientaux, en Corée, en Chine, à Taïwan, l'idée que l'on se fait de la vie privée n'est pas nécessairement la même que celle qui prévaut dans nos pays. Alors forcément, on peut trouver plus difficile à démontrer le caractère raisonnable d'une mesure qui limiterait la vie privée ici qu'on pourrait le faire en Corée ou à Taïwan, par exemple. Là, vous allez me permettre, professeur Maas et professeur Trudel, on a des petites questions technologiques. Alors, je vais y aller en rafale, puis comme ça, on va pouvoir continuer à discuter, mais il y a des enjeux. Je pense que c'est important de comprendre la technologie avant de pouvoir parler de ses assises. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande, quelle est la précision de Bluetooth? Est-ce que c'est une technologie qui traverse les murs? Oui, il y a une perte, mais ça va effectivement traverser les murs. Donc, il pourrait avoir un contact qui est enregistré si deux personnes sont dans deux appartements différents, mais proches du mur. OK. Mais juste pour continuer, tout à fait. Il y a plein d'autres choses. C'est pas parfait, cette technologie-là. C'est pour ça que l'intelligence artificielle est intéressante. C'est que au lieu d'avoir à prendre une décision oui, non, il y a eu un contact dangereux pour chaque
rencontre, on va avoir des informations de temps, de distance. C'est le 15 minutes, là. Hein? Ouais, mais ça, c'est pas besoin d'être carré de même. OK. Si on passe plus de temps, moins de temps, c'est quand même quelque chose dont on peut tenir compte, puis statistiquement, c'est pas carré. Et donc, avec des méthodes statistiques, on peut apprendre la relation entre le temps qu'on passe, la distance et la probabilité qu'il y ait effectivement eu une contagion. L'autre question, c'est allez-vous vendre les informations, donc nos informations, à des tierces parties? Ben non, évidemment pas. Et ce serait vraiment dans la charte de COVID Canada de s'interdire de faire quoi que ce soit dans ce genre-là, autre que de travailler pour protéger la santé, la vie privée, la dignité des personnes. L'autre question qui est aussi plus technologique, qui va avec l'application, pourquoi des données pseudonymisées plutôt qu'anonymisées? Ah, bon, ça, c'est un terme en plus légal. Oui, je pense que vous devez nous expliquer, là peut-être pour les gens qui sont un peu mais moins simplement, habiles avec la terminologie. ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas d'information de nom, de numéro de téléphone, d'adresse IP, etc., qui permettrait facilement de retrouver c'est qui. Il y a les réponses aux questionnaires médicaux, genre quel genre de conditions on avait qui pourraient être pertinentes pour la COVID-19, est-ce qu'on a eu des symptômes, etc. Et c'est pour n'importe quelle base de données avec ce genre d'informations-là, n'importe quelle information, c'est jamais garanti d'être complètement anonyme parce que si quelqu'un connaît certaines informations auxquelles vous avez répondu, pourrait potentiellement, et que les données fuient, pourrait potentiellement retrouver les autres informations qui sont pas déjà données. Donc, c'est pour ça que ce genre de données, par exemple dans un hôpital, sont gardées de manière très sécurisée et ce serait le même genre de sécurité. Mais j'allais justement dire, quand on fait le traçage manuel, on envoie des courriels à des gens, on a vu des contacts. Donc, professeur Masse, ces données-là existent quelque part aussi. Là. On n'est pas toujours, on n'est pas protégé à 100% de nos données COVID. Là. Alors, on envoie de l'information. Le traçage manuel, une bonne partie, il y a des courriels. Alors, si on sait qu'il y a quelque chose qui n'est pas sécuritaire, c'est bien les courriels. Alors, il faut quand même mesurer les risques et dire, d'une certaine outil technologique de prévention, on exigerait un niveau, et pour les autres, on exige un niveau beaucoup plus bas. Alors, je pense qu'il faut réconcilier un peu les exigences qu'on a. Et surtout, c'est un bon exemple, le courriel avec le traçage manuel, là, les fax, puis tout ça. C'est ça. Le système de santé qui est quand même à l'ère du télécopieur, toujours en 2020. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas la même tolérance au risque, on dirait, lorsqu'on pense au niveau technologique, où là, on semble mettre la barre excessivement haute comparativement à tout le risque qu'on fait. Parce que justement, est-ce que au niveau de nos lois, on n'en demande pas plus quand il s'agit de technologie que dans les autres sphères de notre vie? Oui, très souvent, on en demande plus. Souvent parce qu'on considère que les technologies ont un potentiel de puissance plus élevé. C'est-à-dire que ça peut théoriquement, compte tenu des capacités des technologies, engendrer plus de conséquences, par exemple de réussir à accéder ou de pouvoir analyser des masses de données pour finir par identifier de l'information qui concerne un individu. Et donc, c'est souvent pour cette raison que les lois vont se montrer plus sévères à l'égard des objets technologiques. Parce qu'effectivement, il ne faut jamais perdre de vue que les intrusions dans la vie privée, là, ça n'a pas été inventé avec l'informatique. Hein, ça existe depuis très longtemps. Et encore aujourd'hui, la plupart des intrusions qu'on subit, c'est pas nécessairement parce qu'on a utilisé des moyens technologiques. Mais avec une clé USB, on peut faire beaucoup de choses. Hein? Ouais, une clé qu'on perd ou qu'on oublie sur un banc de parc, ça a un effet, ça peut avoir un effet encore pire qu'un hacking là, avec des gens des grands prodiges en technologie. Donc il y a tout c'est la première explication, c'est-à-dire qu'on va considérer que plus le potentiel de risque est élevé, plus le potentiel d'accident est élevé, plus les précautions doivent être
on doit imposer des grandes précautions. De la même façon qu'il y a plus de précautions, les lois imposent plus de précautions, les lois et les règlements, pour opérer un avion que pour opérer une trottinette. C'est clair. C'est clair que l'un et l'autre sont dangereux, mais le niveau de danger n'est pas nécessairement le même. Et donc, c'est souvent ça qui change lorsqu'on veut faire une fonction qu'on faisait autrefois à bras, comme on dit, et qu'on veut utiliser des outils technologiques. Bien, c'est souvent, la discussion va porter là-dessus. C'est quel est le niveau additionnel de risque qu'il nous faut encadrer et à l'égard duquel il est important de prévoir un certain nombre de limites, de garde-fous, finalement. Ben, ça va avec la suite des questions de nos, on va les appeler nos auditeurs, de nos auditeurs. Il y a une question qui est posée qui dit, est-ce qu'il y a, puis on l'a un peu abordé quand même, est-ce qu'il y a un droit de regard par des experts externes en éthique et en expérimentation clinique et épidémiologique? Donc, est-ce qu'on avait parlé tantôt que certaines de ces applications-là ont été développées en parallèle avec certains cadres? La question, donc, c'est est-ce qu'il y a des experts qui font ça avec vous? Oui, c'est même essentiel. C'est très, très multidisciplinaire. D'abord, c'est important de le reconnaître. Et dans la structure de gouvernance de COVID qu'on a mis en place, il y a évidemment, en plus d'un conseil d'administration qui est représentatif de la diversité d'ici, il y a des comités d'experts, donc avec toutes les disciplines qui sont pertinentes, et aussi des représentants de la société civile, parce que, bon, le gouvernement nous représente démocratiquement, mais je pense que c'est important aussi que les groupes minoritaires, défavorisés en particulier, aient leur voix dans la manière dont on va déployer ce genre de technologie, parce qu'il y a des inquiétudes du genre, ils ont peut-être moins accès à des téléphones modernes. Mais ça, c'est quoi le genre de technologie qu'on devrait choisir pour mieux servir ces communautés? Est-ce que les systèmes de prédiction sont aussi fiables pour les gens de certaines communautés défavorisées par rapport aux gens dans la moyenne? Donc ça, on peut mesurer ces choses-là et on peut adapter la technologie pour finalement mieux servir ces groupes-là. Parce que c'est une question qui revient beaucoup, ça. Donc, l'accès, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas un téléphone intelligent. Donc, si jamais un gouvernement déterminait que c'est une application comme celle-là devait être disponible, ça va être un enjeu, j'imagine, comme les tablettes le sont pour l'école à distance. Pas toutes les technologies sont équivalentes à ce point de vue-là, donc c'est important de se poser ces questions. Vraiment. On a une question qui va un peu dans la sphère de la santé publique, mais je ne sais pas si vous serez à même peut-être d'y répondre, sinon on fera une réponse conjointe, mais il y a quelqu'un qui demande, est-ce que ce serait possible d'avoir un indicateur de risque avant d'aller chez un ami? Par exemple, mais là, je sais pas, on va commencer par l'application, puis après ça, moi, je pense qu'il y a quand même des règles de santé publique de base qui doivent s'appliquer. Mais est-ce que, donc, je pourrais dire, je m'en vais chez professeur Bengio, et là, peut-être que je vais regarder son indice, un peu comme on avait dans le temps, tu sais, comme des trucs qui permettaient de noter des professeurs, là. Donc, de savoir si vous êtes bon, moins bon, 3 étoiles, 4 étoiles. Nous, on a designé une technologie qui permettrait jamais de faire ça. OK? Parce que c'est pas un enjeu technologique, là, c'est un enjeu de vie privée, de dignité. On veut pas que quelqu'un d'autre puisse questionner son téléphone ou une base de données pour savoir si moi je suis plus ou moins à risque. On sait qu'il y a eu des événements dans d'autres pays comme en Corée du Sud de stigmatisation. Oui. Parce que l'information était trop facilement disponible et des gens, donc des homosexuels par exemple, qui ont été stigmatisés. Alors, c'est très, très important quelles que soient les solutions qu'on choisisse, qu'on réfléchisse à ce qui pourrait arriver avec ces abus-là. Donc, nous, on a vraiment fait attention à ce genre de questions. Parce que, en même temps, c'est ça, la personne, ou en tout cas, la question se continue en disant comment on fait pour élaborer un lien qui rassure entre l'utilisation de l'application et la garantie d'un dépistage des sujets porteurs. C'est pas simple, là. Comment on fait pour avoir une adéquation de savoir que, tu sais, par exemple, si moi j'ai un petit symbole pour dire d'aller me faire dépister, si c'est ça sur l'application, ça ne veut pas dire que moi je vais y aller au même titre que ça ne veut pas dire que je vais ouvrir le courriel que la santé publique va m'envoyer. Oui, ben je pense le traçage manuel, ils insistent. Ça, c'est clair.
Ça remplace pas le traçage manuel. C'est complémentaire. Là, on a besoin des deux outils de prévention. Il faut accélérer le traçage manuel, par exemple, parce que pour que ça soit efficace, il faut que ça se fasse excessivement rapidement, et c'est ça le défi pour le traçage manuel. Là, à savoir si les gens vont... moi, un des soucis que j'ai avec ces applications-là, c'est que je l'utilise. Puis là, en 3 semaines, j'ai eu, je sais pas qu'est-ce que ça a l'air quand on a besoin d'un test d'épitage, là, si j'ai un carré rouge ou quelque chose comme ça. Là. Mais là, je me rends, mon test est négatif. Puis là, bon, je me suis isolé en attendant le résultat pour pas infecter mes collègues, et ainsi de suite. Puis là, ça fait 3 d'affilée que j'en ligne. Là, j'en ai un 4e. Là, je dis, OK, là, je commence à comprendre. Là, et là, c'est ce que j'appelle les faux positifs. Alors, dans l'évaluation, j'aimerais bien connaître les faux positifs. Et il y a aussi les faux négatifs. Oui. C'est-à-dire, j'ai été vraiment en contact avec quelqu'un, puis d'une certaine façon, l'algorithme de l'IA n'a pas capturé mon risque. Il y a une chose qui est sûre, en tout cas, c'est que je peux vous dire, en tout cas avec les simulations, là, c'est que des simulations, c'est qu'il y a justement une grosse différence en termes de faux positifs et faux négatifs entre les méthodes qui estiment un risque probabiliste là, et qui utilisent beaucoup d'informations, tous les contacts, les symptômes, et le traçage que moi j'appelle binaire, là, c'est oui, non, vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été diagnostiqué positif, ou forcément, puis il y a des études en Angleterre là, qui montrent que ces méthodes-là vont amener des millions de personnes pour rien à être en quarantaine. Ouais. Donc ça, c'est des faux négatifs. Ouais. Des faux positifs. Ouais. Et ça, c'est un problème parce que là, on limite la liberté des gens de manière excessive. Ah, on a... C'est pourtant... Il nous reste encore beaucoup de temps. Je ne sais pas si on l'entend. Est-ce que la technique peut nous le dire? Est-ce qu'on entend la voiture qui... Oui, on l'entend un petit peu. Alors, on s'excuse. Il y a une voiture de stationnée tout près. Puis, il y a quelqu'un qui a oublié peut-être son alarme. Alors, on va continuer. Je m'excuse. Je pense que un faux positif. Un faux positif, justement. Il n'y a personne qui est en train de voler la voiture. C'est seulement un faux positif. Voilà. J'avais terminé mon... Oui, c'est ça, mais ça nous permettrait peut-être d'aller sur une question qui était complémentaire. Est-ce qu'une application comme celle-là crée plus de peur, d'angoisse qu'autre chose? Parce que, vous l'avez dit, si j'ai plein de petits messages qui pop-up en bon québécois régulièrement, est-ce que je vais me mettre à angoisser sur ma santé? La majorité des gens vont être dans la catégorie de messages de base. Là. Donc, c'est seulement les gens qui ont été en contact avec des gens qui ont été en contact avec, qui ont eu des symptômes, qui ont été testés positifs, qui vont vraiment avoir des messages différents. Et effectivement, pour ces gens-là, il faut qu'ils soient plus prudents. Mais l'intérêt de la manière dont on a fait ça dans le COVID, c'est que comme on n'a pas juste 2 catégories, gros danger ou pas de danger, on a des catégories de recommandations dégradées. Donc, on passe pas tout de suite à « vous devez être en quarantaine », mais simplement faites un peu plus attention. Portez un masque, par exemple. Portez un masque. Puis des fois, c'est les mêmes informations qu'on donne à tout le monde, mais c'est juste qu'on le répète un peu plus. Mais aussi, c'est bien parce que, à mon avis, parce que ça dépend avec qui on est en contact. Si, par exemple, mes parents, il y en a un des deux qui est vulnérable, même si ma probabilité est un peu faible, je vais vouloir agir, surtout si je vais aller les aider. Si je suis juste entouré de personnes qui sont des jeunes qui sont beaucoup moins à risque, puis ma probabilité est faible, je ne vais pas agir. Alors il faut laisser les gens, parce qu'on n'a pas tous la même tolérance au risque, puis on n'a pas tous la même réalité. Donc, définir un indice de risque, par exemple, ça dépend. Moi, c'est pas tellement que j'ai peur de l'attraper, c'est j'ai peur à qui je vais le transmettre, puis à quelqu'un qui, lui, serait ou elle serait vulnérable, puis qui en souffre beaucoup plus que moi, je vais en souffrir. Je voudrais embarquer là-dessus parce qu'il y a aussi une connexion avec la démocratie. C'est que, contrairement à des régimes un peu plus autoritaires où on dit aux gens, tu utilises l'application, tu te comportes comme ça, sinon tu vas être puni. On est dans une société avec des valeurs où le pouvoir est entre les mains des individus. Donc, c'est pas le gouvernement qui dit aux personnes « faites ci, faites ça ». C'est volontaire. C'est volontaire et on leur donne de l'information, puis là, ils vont décider ce qu'ils font avec cette information. Donc, en fait, comme citoyens,
on vote à quelque part pour aider les autres quand on porte un masque, mais c'est la même chose ici si on décide de faire un peu plus attention parce que l'application nous dit il y a une probabilité un peu plus élevée que vous soyez contagieux, donc évitez d'aller visiter vos grands-parents. Ça, c'est un choix personnel, mais en même temps, c'est quelque chose qu'on fait collectivement pour se protéger dans une communauté. Donc, il y a un acte, comme je disais, c'est comme voter, c'est un acte démocratique. Il faut que tout le monde le fasse pour que ça marche. Pas tout le monde, mais assez de gens le fassent pour que ça marche. Puis la prochaine question, vous allez voir, est dans cette perspective-là, parce que on nous dit, évidemment, on parle de plus en plus de réouvrir des frontières. Il y a des frontières qui s'ouvrent actuellement. Donc, dans le cadre de la réouverture des frontières, l'installation d'une application de traçage, on dit soit québécoise ou pan-canadienne, est-ce que ça devrait être mandaté ou fortement recommandé auprès des voyageurs étrangers, comme ce sera le cas, je pense, en Islande. Alors moi, j'ai une question au niveau des droits. Est-ce qu'on peut obliger quelqu'un qui vient en visite, par exemple, au Québec, d'avoir une application comme celle-là? C'est plus facile à justifier, c'est-à-dire des règles qui imposent aux personnes qui entrent sur le territoire. Il y a des exigences qu'on peut imposer à des personnes qui entrent sur le territoire qu'on ne peut pas aussi facilement imposer aux personnes qui y sont déjà. Et de fait, avant même toute épidémie, il y a des pays qui imposent depuis très longtemps des carnets de vaccination, enfin l'obligation d'avoir un carnet de vaccination. Ça existe depuis très longtemps. Et ça s'explique par ce droit que les pays ont de protéger les individus, la population, et ça peut prendre cette forme-là. Maintenant, encore une fois, c'est toujours une limite qui doit être justifiée. Puis au niveau technologique, quand on a des gens qui arrivent de l'extérieur puis qui vont repartir, qu'est-ce que ça fait parce qu'il y a un outil, quand même, il faut dire, d'intelligence artificielle qui vient avec COVID, qui vise à comprendre la propagation de l'épidémie. Est-ce que c'est positif d'avoir ces gens-là qui viendraient de l'extérieur s'additionner s'additionner aux données, je ne sais pas comment les appeler, mais s'additionner à l'information qu'on va avoir, ou est-ce que ça nuit? Ça ne fera pas une grosse différence en termes du nombre de données. Il n'y a pas assez de gens qui voyagent pour que ça fasse une différence. Par contre, au niveau épidémiologique, c'est clair qu'on sait que c'est un facteur très important. Et au niveau technologique, après ça, malheureusement, si chaque pays développe sa technologie différente, c'est faisable de les faire interopérables, mais ce serait comme... faudrait presque avoir une application différente à chaque fois pour chaque pays dans lequel on va. C'est ça. C'est comme un peu quand on arrive quelque part, faisable, on télécharge l'application de taxi avant qu'il y ait une seule application. Oui, donc c'est faisable, mais ça va demander beaucoup de travail technologique pour y arriver. Puis pour l'instant, il n'y a pas encore suffisamment de ces choses déployées, puis il n'y a pas encore assez de voyages pour que ça vaille la peine, mais ça viendra probablement. Puis au niveau de la santé publique, j'imagine que justement, comme le disait le professeur Benjo, d'avoir des données qui arrivent de l'extérieur, ça peut être intéressant de voir justement les mouvements, parce qu'on ne veut pas juste voir comment la COVID se déplace ici au Québec ou au Canada, mais de comprendre justement, parce qu'on a parlé de la souche américaine, on a parlé de la souche asiatique, de comprendre ça, j'imagine que ça peut être important pour la suite des choses. Oui, mais n'oubliez pas, les voyages, ça va dans les deux sens. Oui. Donc, il va y avoir des Québécois qui vont aller ailleurs. En fait, je pense le gros de l'épidémie, c'est plutôt arrivé de cette façon-là. C'est les Québécois qui sont partis et qui sont revenus avec. Donc, lorsqu'on va ouvrir les frontières, là, il va falloir être sélectif. Il faut ouvrir les frontières avec des pays où on a l'épidémie en contrôle. Mais même à ça, c'est lorsque ces gens-là voyagent, et là, sont dans une région en contact avec d'autres, et là, ils reviennent. Là, c'est ça. Faut voir comment le COVID peut gérer ce genre de contact-là qui s'est fait à l'extérieur. Il nous reste à peu près un 7-8 minutes de questions. Après ça, on passera à la conclusion. Il y a quelqu'un qui demande comment allez-vous pallier aux enjeux de sécurité des appareils, du Bluetooth et des serveurs surtout, professeur Benjo? Donc ça, c'est une question très centrale, évidemment, dans ce genre de technologie. Moi, je suis pas un expert de ce domaine-là, mais il y a des gens qui le sont. Donc, on a fait appel à eux. L'équipe interdisciplinaire, vous l'avez dit. Oui, exactement. Et aussi, c'est très important dans ce genre de situation-là, on se fait auditer par d'autres organisations
Donc, actuellement, il y a BlackBerry qui fait un audit de tout le côté serveur, sécurité sur l'application, etc. Ben, c'est intéressant parce que... Et ce qu'on va faire, et ce qu'on a commencé à faire aussi, c'est un peu ce qu'ils font en France aussi, là, c'est-à-dire qu'on encourage des hackers hein, oui. À trouver les failles. Trouver les failles, c'est ça. C'est le jeu de trouver les failles. Exactement. Ben, vous parlez de Bluetooth, il y a quelqu'un qui nous demande par qui est subventionnée la recherche sur l'appli. Actuellement, c'est le gouvernement fédéral. Donc, c'est de l'argent public, oui. Strictement. Parce qu'on ne veut pas prendre de l'argent privé pour ça, là. On ne veut pas qu'il y ait de conflit d'intérêt. Non, c'est ça. Puis Mila a des partenaires privés, mais c'est Mila. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce qu'on a lu dans les médias. Oui, ça c'est malheureusement de la désinformation, dans le sens que les subventions qu'un centre de recherche reçoit, que ce soit des gouvernements ou des partenaires privés, c'est très ciblé et spécifique. C'est pas on vous donne de l'argent pour que vous fassiez ce que nous on veut. Là. Ça marche pas comme ça. On est des universitaires, on a une éthique. Et de la même manière, la subvention qu'on a reçue de Scale AI pour ce projet-là, c'est pour ce projet-là et rien d'autre. Puis, je vais, professeur Masse, une question. La personne dit, j'ai une bonne connaissance des mesures de contrôle et de prévention de la maladie. Donc, ça veut dire qu'on suit les règles de base de la santé publique. Qu'est-ce qu'une application comme ça me donnerait de plus? Ben, c'est un outil. Ben, c'est difficile de... Imaginez dans votre journée, vous devez aller faire l'épicerie. On essaie de rester à 2 mètres, ça peut être difficile, là, mais ça dépend des épiceries. Mais dans mon épicerie, c'est excessivement difficile. Vous allez à la pharmacie, vous avez tous ces contacts-là qui sont de différentes durées. J'ai aucun moyen d'évaluer à la fin de ma journée si j'ai été en contact avec quelqu'un qui, une journée plus tard ou 2 jours plus tard, va développer des symptômes, et ainsi de suite. Ça, on a rien et le traçage manuel ne peut pas les retracer non plus parce qu'on ne connaît pas leur numéro de téléphone, on ne les connaît pas. On ne sait pas c'est qui. On a passé là. Alors, c'est ça le gros avantage. Là. Puis en plus, c'est, je ne dirais pas instantané, mais c'est beaucoup plus rapide aussi que le traçage manuel. Petite question rapide technologique. Comment va être alimentée la base de données pour identifier les cas positifs? Ça, ce qu'on vise, c'est une connexion avec la santé publique régionale qui a ce genre de base de données-là. Et quand quelqu'un reçoit un résultat positif, il recevra en même temps un genre de mot de passe qui rentrerait dans l'application puis qui validerait qu'il y a bien eu un test positif. Et donc, à ce moment-là, cette information peut se propager dans les téléphones. Et ça éviterait ce que craignent certaines que des gens, mal intentionnés feraient semblant d'avoir été testés positifs pour que leur contact proche s'inquiète pour rien. Ce serait pas chouette. On parle aussi, évidemment, de téléchargement. On a vu qu'à travers le monde, hier, c'était la France. Je n'ai pas encore les chiffres de téléchargement. Il y a eu un sondage qui a été fait par le Sénat qui prouve que les Canadiens seraient très ouverts à télécharger, seraient même ouverts à être obligés de le faire. Comment voyez-vous, vous, cette acceptabilité sociale-là, professeur Trudel, du téléchargement? Est-ce que vous pensez que par exemple, contrairement ici, il y a quelqu'un qui rappelait que l'Australie, ça n'a pas été fulgurant. Est-ce que vous pensez qu'ici, dans la culture démocratique que nous avons, les gens vont être assez ouverts pour télécharger l'application? Généralement, il y a un certain engouement. Les sondages que j'ai vus vont souvent distinguer beaucoup selon les tranches d'âge. Il y a des catégories d'âge dans la population qui sont plus susceptibles d'être intéressées, de reconnaître que ça peut avoir un avantage pour eux. Ça, c'est sûrement une des dimensions. Maintenant, c'est très, très souvent la confiance que l'on a. Est-ce que l'encadrement législatif, donc les lois, peuvent contribuer? C'est là le maillon faible, en fait. Ça fait presque 15 ans que les lois sur la protection des données personnelles au Canada n'ont pas été mises à jour. Ça n'a jamais été vraiment une priorité, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau du Québec. Et donc là, il y a effectivement un des problèmes, c'est que ces lois-là reflètent une informatique de la fin du 20e siècle, finalement. Alors là, on est rendu 20 ans plus tard dans des univers d'intelligence artificielle, dans des univers où on fonctionne de façon fort différente. Et à tort ou à raison, il y a des gens qui estiment
Et on peut pas leur donner tort parce que quand on voit les sinistres qui arrivent de temps à autre, telle banque ou telle institution financière qui se fait voler des données, quand on voit pas plus tard qu'aujourd'hui que même certains organismes publics sont pas capables de protéger correctement les renseignements personnels, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'on a des organismes, comme le commissaire de la vie privée ou la commission d'accès à l'information, mais on les a complètement édentés. Dans beaucoup de pays, des organismes comme ça ont des pouvoirs d'inspection. Les entreprises ou les organismes qui mettent en place des outils qui impliquent des données sont susceptibles d'être inspectés, de la même façon que ceux qui vendent de la viande hachée sont susceptibles de recevoir un inspecteur pour s'assurer que leurs installations sont conformes. Or, les données, c'est devenu ça, c'est devenu une denrée de plus en plus incontournable. Et qu'il faut surveiller. Et c'est ça qu'on n'a pas. Et les lois, ça fait au moins 15 ans qu'elles auraient dû être mises à jour. Donc, oui, mais non seulement mettre les lois à jour, mais aussi faire en sorte que les organismes chargés de les appliquer aient les moyens d'en surveiller l'application. Pas attendre que le dégât soit pris. Autrement dit, il ne faut pas attendre que le feu soit pris. Il faut des mesures d'accompagnement et de suivi. Oui. Je vais rebondir sur deux choses. Premièrement, c'est intéressant de voir qu'actuellement, la juridiction où il y a eu le plus de taux de téléchargement, c'est en Islande, qui est un petit pays où les gens, c'est assez tissé serré là, finalement, et peut-être qu'au Québec, on a une chance d'avoir ce genre de, si les choses se passent bien, disons, de réflexes communautaires, d'embarquer. Si on embarque, on peut embarquer tous ensemble. On l'a vu des fois dans certaines élections. L'autre chose, c'est que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prédire les niveaux de risque, ça fait en sorte qu'on a besoin d'un taux de téléchargement plus faible que si on utilise le traçage binaire standard. Donc ça, c'est intéressant parce que ça met la barre un peu plus bas là, en termes d'utilité publique. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Parce que je pense que c'est Oxford qui disait qu'on était près de 60%, 56% de taux de téléchargement pour avoir une couverture qui est comme, j'imagine, 90% ou 80% pour un vaccin. Là, je ne suis pas la spécialiste, mais donc, pour avoir une couverture intéressante, ce que vous dites, c'est que peut-être... Ça pourrait être beaucoup moins. Ça pourrait être peut-être la moitié. La moitié, intéressant. Une petite question avant la conclusion, une question au niveau de la santé publique. Est-ce que si une application comme celle-là est téléchargée massivement, est-ce qu'on est capable de faire face au niveau de la capacité de testage? Ça va être nécessaire, parce que là, on a du monde qui sont potentiellement infectés. La seule façon, là, les pays qui ont du succès présentement, là, ils ont tous une excellente capacité de tester. Donc, ça va de soi. Là. Il faut pas juste dire t'es potentiellement, il faut avoir une avenue rapide. On peut prendre un rendez-vous pour pas rester isolé pendant 4-5 jours, attendre après son rendez-vous, puis se faire tester puis avoir son résultat rapidement. C'est clair. Oui, rapidement. Je rebondis sur le testage parce que c'est un point très intéressant. Aussi, le fait qu'on calcule des niveaux de risque, des probabilités d'être infecté, finalement, ça peut aider à prioriser qui devrait être testé. Puis c'est pas seulement la probabilité qu'on soit infecté, mais si moi, je suis en contact avec beaucoup de personnes dans mon quotidien, je suis une personne qu'on devrait tester en priorité. Et ça, c'est des informations qu'on peut avoir sur l'application. L'autre chose, c'est qu'il y a un mécanisme pour tester de manière efficace qui s'appelle des tests groupés. L'idée, c'est on prend, mettons, les tests les échantillons de 10 personnes, puis on fait un seul test avec ça. Puis si le test vient négatif, on a essentiellement éliminé ces 10 personnes-là. Donc, l'utilisation des niveaux de risque, ça nous permet de choisir optimalement qui on devrait mettre dans chaque groupe, puis on peut mettre les mêmes personnes dans plusieurs groupes. Et on pourrait réduire le nombre de tests nécessaires par un facteur 3 en faisant ce genre de choses. Donc, l'utilisation de la technologie avec la prédiction de la probabilité d'être infecté peut être utilisée aussi pour rendre les tests plus efficaces.
Je pense qu'on a couvert plusieurs angles. Il en reste encore beaucoup. Il y a plusieurs questions auxquelles on n'aura pas eu le temps de répondre, mais je dois dire que la conversation peut se poursuivre. Je vous le dis, vous pouvez aller sur info@covi.org pour relayer vos questions. Et il y a aussi le Facebook de Covi Canada qui va vous aider à avoir tout l'éclairage nécessaire à vos questions et pour poursuivre la conversation, parce que je pense que c'est important, vous l'avez dit, c'est l'adhésion. C'est, en démocratie, on a besoin d'adhésion, mais pour avoir cette adhésion-là, on a besoin d'avoir confiance. Moi, je retiens ça aussi. En mot de la fin, 30 secondes chacun, si vous aviez à dire qu'est-ce qui est essentiel pour la prochaine étape pour que pour qu'une application comme celle-là puisse fonctionner et avoir l'adhésion du public. Je vais commencer par professeur Trudel. On serait sans doute déjà beaucoup plus avancé si on avait des lois qui précisent encore mieux l'encadrement. Mais déjà, d'appliquer les lois et d'anticiper les problèmes tels que c'est fait par des développeurs comme ce que le collègue explique ici et d'autres, c'est déjà un pas dans la très bonne direction. Mais effectivement, il faut renforcer ce gros chaînon faible que sont nos lois qui concernent nos données. Et nos données, c'est pas rien que pendant la pandémie, c'est toute notre vie, en fait, qui est désormais largement déterminée par les données. Alors, bien sûr, il y a sûrement ça à faire. Et si on l'avait déjà fait, probablement qu'on aurait moins d'inquiétude. Le niveau de confiance serait probablement plus élevé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, professeur Trudel. Professeur Mars? Ça fait plusieurs fois que je le dis depuis le début. La seule façon qu'on va combattre cette épidémie-là, ça va être l'aide de la population. Oui. L'appui de la population. Et on va encore avoir besoin de la population pour s'en sortir. Alors, une façon qu'ils peuvent nous aider, c'est, ou même de s'aider eux-mêmes, c'est lorsqu'il y a des applications comme ça qui peuvent contribuer grandement à rester déconfinés. Des cas plus, il faut embarquer. Il faut les adopter. C'est pas en restant chacun dans son coin, faisant sa petite chose. On va gagner en étant tous ensemble pour vraiment gagner cette bataille-là. S'il n'y a pas beaucoup d'adoption de cette technologie-là, soit qu'on attend le vaccin, soit qu'on attend les traitements. Mais il faut dire, les traitements, ça ne règle pas l'épidémie. Non, on attend le vaccin. Ça aide, ça réduit les décès, ainsi de suite, mais ça poursuit. Le vaccin, écoutez, moi, je suis du monde du VIH, 25 ans que j'attends pour un vaccin. J'avais des collègues qui travaillaient sur des vaccins qui me disaient « Écoute, tu perds ton temps en prévention, là, on va inventer un vaccin. » Surtout en 2000. Et puis, heureusement qu'on a travaillé du côté de la prévention. Alors, je le souhaite, le vaccin, mais il faut quand même avoir un plan B excessivement fort et il faut embarquer dans ces technologies-là. C'est des technologies qui deviennent disponibles, à mon avis. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été fort éclairant. Merci. Professeur Benjo? Alors, les prochaines étapes, mais vous n'êtes pas seul non plus sur la glace, il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut voir, on peut se dire que peu importe, il y aura une avancée s'il y a une technologie qui suscite l'adhésion? Je dirais que toutes les technologies ne sont pas équivalentes, puis on doit, autant au niveau de la vie privée que de l'efficacité en termes de sauver des vies. Puis je pense qu'on doit vraiment avoir un focus. On n'a pas assez ce focus sur le fait qu'on peut sauver des vies de manière très significative avec des technologies. On parle de beaucoup d'enjeux qui sont importants, mais à la base, pourquoi on fait tout ça? C'est parce que si les gens embarquent, si les gens comprennent comment ils peuvent aider leur communauté, ça peut vraiment faire une énorme différence. En tout cas, c'est ce que nos simulations et d'autres dans le monde suggèrent. Après ça, je pense que des études pilotes qui devraient être à une échelle suffisamment grande pour qu'on ait des chiffres significatifs, peuvent nous aider à valider ça. Puis la dernière chose que je veux dire, c'est faut pas voir les technologies, les téléphones, l'intelligence artificielle, etc., comme un substitut à ce qui se fait déjà dans la santé publique avec le dépistage manuel, mais un complément. On peut aller identifier des contacts qui n'auraient pas été identifiés autrement. On peut même utiliser les prédicteurs de risque qui seraient développés grâce aux données probantes qu'on collecte sur les téléphones pour aider le dépistage manuel à mieux identifier les probabilités que quelqu'un ou un contact a été significatif. Donc, je pense qu'il faut voir ça de manière intégrée, là, tous
tous les outils, toutes les approches qu'on met ensemble pour essayer de contrôler le virus. On a parlé des vaccins rapidement parce qu'on sait que donc la courbe de développement d'un vaccin, vous avez parlé de 25 ans, on va espérer que pour la COVID, ça va être un peu moins long que ça. Certains disent qu'on essaie de compresser à 12-18 mois pour déployer à partir du moment où vous avez un OK d'un gouvernement ou un autre pour déployer une application comme COVID, ça prend combien de temps? Le temps de convaincre les gens, je dirais. c'est pas un obstacle technologique, c'est que suffisamment de gens, mettons, si 20% des gens téléchargent l'application, je pense qu'on va commencer à avoir un effet très significatif. Donc là, c'est pas un enjeu technologique, c'est un enjeu de communication, de débat démocratique, puis on doit avoir ce genre de discussion comme ce soir. Ben, merci beaucoup. Merci, professeur Bengio. Merci à tous les trois. Merci à vous d'avoir été là. On a eu, je pense, une belle discussion. Comme le disait le professeur Bengio, je pense qu'elle doit se poursuivre. On doit mieux comprendre ce qui arrive avec nos données personnelles, mieux comprendre l'encadrement que le gouvernement doit y mettre. Les décisions sont à prendre, sont imminentes, semble-t-il. En tout cas, pour certains gouvernements, on a l'impression que les choses évoluent. Alors, on a, je pense, besoin, comme citoyen, moi, c'est toujours mon rôle citoyen, de sentir qu'on fait partie du coup, qu'on est dans le coup, qu'on comprend ce qui est en train de se passer. En attendant, ben, on reste à 2 mètres de distance, on porte un masque quand c'est possible, on tousse dans notre coude et on se lave les mains le plus souvent possible. Merci beaucoup d'avoir été là.